Bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce soir, en cette fin d'après-midi de cette belle journée DataOps Rocks Summit. Je me présente, je m'appelle Emma Cézanne, donc directrice de l'initiative AI for Finance, qui est une initiative d'écosystème qui rassemble donc les acteurs du secteur financier et de la data et de l'intelligence artificielle. Et j'en profite donc pour remercier nos amis de SAAGI qui nous ont permis d'être là ce soir pour notre masterclass qui est focus sur les sujets de data au service de la trésorerie. Alors, sans vous faire attendre plus longtemps, on va démarrer par une session qu'on a tournée et qu'on va diffuser en exclusivité en avant-première ici. Donc, on a tourné cette session avec Société Générale et Kyriba qui ont lancé un partenariat et avec un retour d'expérience d'une personne qui est présente d'ailleurs avec nous cet après-midi. Donc, ils vont pouvoir intervenir sur une offre qu'ils ont lancée, une collaboration qu'ils ont lancée ensemble pour pouvoir optimiser une solution de trésorerie. Et ensuite, on va avoir avec nous Libéo et Adveris pour pouvoir vous parler donc de la data et des sujets de facturation. Je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir la suite avec nous. Merci beaucoup. Bonjour, merci de nous rejoindre pour cette table ronde AI for Finance. Dans le cadre de l'événement AI for Finance, on va parler de la gestion de la trésorerie. C'est un élément important dans la stratégie des entreprises. Bon, évidemment, il faut maîtriser sa finance, c'est essentiel. Et on l'a vu pendant cette période de Covid. Les entreprises se sont vraiment penchées sur ce qu'elles avaient en cash. Et puis, la gestion de la trésorerie, c'est aussi peut-être une stratégie offensive pour les entreprises pour accroître leur part de marché, pour leur compétitivité. Voilà, c'est aujourd'hui devenu essentiel. Alors, les grandes entreprises maîtrisent, les petites un peu moins. C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui avec nos experts. Évidemment, on va parler tech, parce que c'est de la tech, c'est de la finance, ce sont aussi des processus. Et puis, voilà, toutes ces questions, on va les poser à nos experts. Je vous les présente tout de suite dans l'ordre. Alexandra Sirovatsky, Managing Director France et Benelux de Kyriba. Bonjour. Bonjour Frédéric. Alexandra, merci d'être avec nous. On parlera de Kyriba dans un instant, fondé par un Français, mais voilà, qui a pris une ampleur mondiale aujourd'hui. À vos côtés, Arnaud Lejeune, CFO de WeFirst. Bonjour. Bonjour Arnaud, Frédéric. donc WeFirst qui est spécialisé dans le Wi-Fi, pour partager le Wi-Fi dans les entreprises notamment. Absolument, donc le Wi-Fi et les connectivités indoor pour les entreprises. Et puis vous avez pas mal de clients aussi aujourd'hui autour de WeFirst. Et puis avec nous également, Alexandre Mema. Bonjour Alexandre. Bonjour Frédéric. Merci d'être avec nous, responsable de Global Transaction et Payment Services de Société Générale. Et justement, on va démarrer avec vous, Alexandre, puisque on est là pour parler de cette gestion de la trésorerie, et notamment une offre qui a été lancée. Alors c'était en novembre dernier, donc il y a déjà un peu de recul par rapport à tout ça. Elle s'appelle Global Treasury Powered by Kyriba. Donc c'est accessible depuis le portail Société Générale. Société Générale Kyriba, on va parler de cet accord. Alors pour vous, Alexandre, juste sans rentrer dans les détails, mais c'est un peu prendre le meilleur des deux mondes, de la banque, de la fintech, on mêle tout ça et on propose un service. C'est l'expertise de la banque, c'est la qualité de relation clientèle que la Société Générale a depuis 100 ans avec beaucoup de clients PME partout en France, et puis c'est la capacité technologique, l'agilité, la capacité à répondre aux besoins du client de la fintech. Donc effectivement, c'était le produit de rêve. Voilà, pour Kyriba aussi, Alexandra. Tout à fait. Donc je suis ravie de partager cette scène avec vous, Arnaud, Alexandre. Ce partenariat-là, on l'a voulu parce qu'on s'est dit mettre à disposition une solution avant-gardiste qui est destinée aux grandes entreprises du CAC 40, la mettre à disposition également des PME. Comme vous le dites à l'instant, la liquidité, c'est la force vitale de toutes les entreprises et encore plus des PME. Donc on reviendra dessus certainement, mais c'est un sujet clé pour eux. Et puis comme je disais, c'est défensif, parce que savoir ce qu'on a encaissé, c'est bien, mais c'est aussi offensif. Ça permet d'investir, d'innover, et justement, une société sacrément innovante avec WeFirst. Arnaud Lejeune, alors, pour bien comprendre à quoi peuvent répondre les besoins de ce service, j'allais dire nouveau, non. Enfin, il a 6 mois. Je ne sais pas si dans la banque 6 mois c'est nouveau ou c'est. En tout cas, voilà. On a suffisamment de recul pour en parler ensemble. Quels étaient vos enjeux chez WeFirst? Alors, tout d'abord, 6 mois, c'est très court dans l'univers bancaire. Pour nous, c'est très long. Donc, WeFirst est un opérateur télécom. Nous concevons, nous déployons et nous opérons des réseaux, donc principalement Wi-Fi, mais aussi plein de technologies, pour le compte de grands clients qui sont dans le secteur de l'hébergement, de l'hôtellerie,
de la grande distribution, voilà, de la défense également. L'armée est un grand client chez nous. Et donc, tout le monde a ce besoin de connectivité. Ça évolue très vite. On est sur de l'Internet métier. Oui. Et donc, le temps de développement des projets chez nous se compte en semaines. Voilà. Et donc, ça veut dire une croissance très rapide. Et il faut maîtriser sa trésorerie. Donc, absolument. Il y a des besoins qui étaient... Alors, vous, en tant que directeur financier, CFO de WeFirst, il y a des besoins que vous ne pouviez pas couvrir avec les outils qui existaient aujourd'hui, c'est ça? Alors, tout à fait. En fait, WeFirst, aujourd'hui, c'est une ETI. Donc, ça a été une PME, mais c'est pas encore un blue chip CAC 40. Nous avons un partenariat historique avec Société Générale, qui est la banque pivot, qui nous a aidé en fait, à prendre notre indépendance, puisque WeFirst a été accompagné assez longtemps pendant un grand groupe industriel français. Et donc, nous avons eu la chance d'avoir à la fois un business qui a une taille déjà significative. Hein, on opère 700 000 chambres en France. Donc, il y a une matière importante. Et en termes de flux, ça veut dire autant de clients et autant de flux. Et en même temps, une taille et un moment de notre vie où on avait tout à construire de zéro, dans des délais très rapides et un contexte pandémique mondial. Et tous les outils, là, les ERP, il y a les systèmes de gestion de trésorerie, ça répondait pas à vos besoins, enfin, en tout cas, à votre façon de travailler aujourd'hui dans la croissance rapide, voilà, avec des chantiers qui avancent très vite, c'est ça? Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'on a un marché, en tout cas sur ces outils bancaires en France, qui est un peu à l'image de l'industrie de notre pays. Vous avez des outils très performants pour des sociétés de petite taille, qui sont souvent des outils propriétaires bancaires, hein, établis par chacun, mais qui sont monobanques, un peu rigides, en termes de fonctionnalité assez limitées. Et de l'autre côté, vous avez un champion mondial, Kyriba, qui équipe peut-être 39 des 40 principales capitalisations de la Bourse de Paris, un grand nombre de sociétés de Fortune 500, et qui a des produits qui sont absolument dingues en termes de fonctionnalité, mais pour lesquels, avant de les mettre en service, vous avez besoin d'avoir un intégrateur, un trésorier, et voilà. Et du temps, et beaucoup de temps. Trop cher pour moi. Voilà. Et donc, vous avez un trou dans la raquette du paysage, si vous voulez, qui avait besoin d'être comblé. Et donc, notre partenaire SG historique nous a proposé, en fait, de participer au développement de ce produit avec Kyriba. Et nous en sommes ravis. Ça donne tout à fait satisfaction. Du coup, ça change un peu, Alexandra. C'est une Rolls à tel point Kyriba que ça fait peur à des entreprises, à des ETI, même à des ETI de se lancer. Alors, je dirais que Kyriba, c'est à la fois une Rolls, c'est aussi une Tesla, c'est aussi une Mini. C'est-à-dire que c'est une offre extrêmement modulaire. La technologie sous-jacente permet de découper le paysage applicatif, le portefeuille que propose Kyriba. Et la technologie cloud, c'est la facilité de mise à disposition simple et agile. Et je dois avouer que cette technologie-là, elle a permis de déplacer la complexité, déplacer la complexité chez nous plutôt que chez vous, à la fois sur la maintenance, sur la montée de version, l'innovation, vous l'aurez de manière transparente. Et ça, c'est la promesse d'une offre cloud. Et on reviendra, Alexandra, dans tout ce qu'il y a dans le contenu de cette offre dans un instant. Et puis justement, sur ce mariage, cette alliance avec la Société Générale. Alexandre, j'imagine que ce qu'Arnaud a dit, ça a résonné évidemment chez vous, ces besoins pour les PME, les ETI, croissance rapide. Et vous dites, tiens, il y a des zones qui sont un peu comme dans les télécoms, il y a des zones qui sont, ou dans le Wi-Fi, il y a des zones non couvertes. Et bien là, dans la finance, il y a encore des zones blanches dans la finance. Bah oui, on le voit bien quand une entreprise comme WeFirst connaît une croissance aussi forte, elle a besoin de structurer la manière dont elle gère sa trésorerie, et pour ce faire, elle a besoin de structurer sa direction financière et de s'adosser à un outil de gestion de trésorerie plus sophistiqué. Et c'est typique de ces PME françaises dans leur phase de croissance. Elles ont déjà besoin d'un outil de gestion de trésorerie des grands groupes, comme les outils de Kyriba, mais elles ne sont pas toujours structurées pour pouvoir intégrer et manager ces outils, bien sûr. Et puis, ces solutions sont souvent trop chères pour elles. Et donc, c'est à ce point-là que Société Générale, avec l'aide de Kyriba, a voulu répondre. Et puis alors, on imagine que dans le contexte de crise, aujourd'hui, les ETI, les PME se sont sentis fragilisés, et pourtant, on le disait en introduction, gestion de la trésorerie, c'est bien de gérer ses parts de marché, de gérer ses clients, de gérer ses salariés, mais il faut du cash. Enfin, derrière, faut assurer quand même financièrement. Si on devait rentrer un peu sur les grandes fonctions que doit permettre un outil de gestion de trésorerie plus professionnel, on pourrait en définir un certain nombre. C'est d'abord de décharger le directeur financier de sa charge de production pour améliorer sa capacité d'analyse. C'est d'améliorer ses outils de gestion de fraude.
c'est de mieux piloter sa stratégie financière, de mieux suivre son cycle de trésorerie. Et à partir de là, de mieux prévoir ses besoins de financement de court terme. Et bien évidemment, tous ces besoins-là, dans la crise de la Covid, ils ont connu une explosion très importante. On l'a déjà oublié, mais n'oubliez pas que du jour au lendemain, toutes nos clients entreprises se sont trouvés face à une incapacité à anticiper l'évolution de leur trésorerie et à savoir s'ils allaient pouvoir absorber le choc. Et puis en sortie de crise, à l'inverse, ils reviennent plus endettés. Et donc avec une obsession encore plus grande d'améliorer la gestion de leur trésorerie et de l'optimiser pour pouvoir réduire leurs besoins de financement. Ça veut dire une plus grande maturité, sans doute, Alexandre ? Une plus grande maturité, une plus grande capacité d'analyse, une plus grande capacité nativement à réconcilier l'IT et la data, une plus grande capacité à se projeter dans l'avant pour mettre en place les outils nécessaires. Donc Alexandra Sirovatsky de Kyriba, ça veut dire que la crise du Covid, elle a joué ce rôle, on le dit beaucoup dans la transformation numérique, dans tout un tas de domaines, ça a joué ce rôle d'accélérateur aujourd'hui sur tous les aspects que vient de décrire Alexandre, et puis l'aspect sécurité, l'importance de la data aussi, on n'y pensait pas forcément, enfin on savait que c'était important, mais on la voyait pas aussi importante. Oui, tout à fait. Moi je note deux phénomènes qui existaient déjà, mais qui ont été, je veux dire, amplifiés. Tout d'abord, le travail à distance nécessite une exigence encore plus forte autour de la cybersécurité. Euler Hermès a fait une étude en 2021 auprès des associations de CFO et qui note que 2 entreprises sur 3 ont été hackées cette année. Donc, ça veut dire quoi ? Mettre en place des outils de gestion de fraude, encore plus au niveau des paiements. La deuxième phénomène, c'est la brutalité. Vous parliez tout à l'heure, tu disais Alexandre, la circulation par exemple des composants électriques ont été arrêtés du jour au lendemain. Ça, ce sont la brutalité des événements qui nécessitent que les dirigeants puissent prendre des décisions en toute urgence. Et je rappelle, la mission du CFO, c'est de garantir que l'entreprise peut activer ses réserves de liquidité n'importe quand. Donc, ça veut dire plus de visibilité en temps réel et ça veut dire plus de prévisions. Et ces prévisions-là, nous, on les apporte grâce à des algorithmes intelligents qui permettent de se projeter sur le court et le moyen terme. Oui, avec des besoins d'automatisation, pas mal de changements autour de tout ça. Alexandre, pour vous, l'offre, et on va rentrer un peu plus en détail dans un instant, ça répond aux nouvelles missions du CFO, du DAF aujourd'hui ? Oui, enfin... On peut dire que son rôle a changé, il y a différents... Le rôle du CFO, je le disais tout à l'heure, il a totalement shifté depuis quelques années, et la crise n'a été qu'un accélérateur, comme toutes les crises, mais aujourd'hui, ce qu'on demande au CFO, c'est d'être capable de mieux anticiper. Et vous voyez bien encore avec ce qui se passe aujourd'hui, la capacité d'anticipation des directions financières des entreprises est devenue absolument clé. Et pour ça, il faut qu'il se détache de son travail de production au quotidien, en assurant l'automatisation de sa production financière et comptable, de manière à pouvoir être davantage en capacité d'analyse et d'anticipation. Le deuxième élément, c'est qu'il ne peut plus perdre son temps, comme il l'a fait pendant très longtemps, à aller chercher ces données dans des outils informatiques disparates. Il a besoin de réconcilier son IT et sa donnée. Sur la plateforme Kyriba, il a accès en direct, sur le cloud, en temps réel, à la totalité des données sur lesquelles se fonde son analyse. Et puis la dernière grande évolution, c'est le cloud, qui permet d'avoir un accès extrêmement facilité, en temps réel, beaucoup plus sécurisé d'ailleurs en réalité, malgré ce qu'un certain nombre de gens pensent, aux données, au reporting, aux informations qu'il va collecter et dont il va disposer dans la durée pour améliorer son pilotage financier. Et c'est là, Alexandra Sirovatsky, que le cloud va jouer ce rôle d'accélérateur, sans doute. On parle, on n'a pas... Je crois pas qu'on l'ait encore prononcé, mais il y a de l'intelligence artificielle évidemment dans tout ça. Mais ça veut dire beaucoup de data et donc pour vous, le cloud c'est le pilier de l'architecture et c'est un élément clé donc du coup dans ce type d'offre. Oui, le cloud c'est le déplacement de la complexité que devrait gérer une entreprise comme une PME. Mais il n'y a pas que le cloud. Ce que Kyriba, je dirais que la force de Kyriba, c'est aussi le hub de connectivité. Kyriba s'est bâtie sur une toile qu'elle a tissée entre
600 groupes bancaires, entre 40 000 fournisseurs et des dizaines de milliers d'instances ERP. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour aller chercher cette information, il faut aller se connecter sur tout ça. Et ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ça fait 20 ans que Kyriba l'a bâti. Et quand vous dites toile, c'est ça, Kyriba a posé son infrastructure au-dessus de tout ça pour aller... Elle s'est connectée, elle a établi les connexions. Et la deuxième complexité, c'est une deuxième couche, c'est qu'on est dans un monde bancaire où il n'y a pas encore de standard. C'est-à-dire qu'il y a des formats, des milliers de formats. Et Kyriba, c'est la plus grosse bibliothèque au monde, multi-format, multi-bancaire. Et c'est des formats, c'est des protocoles d'échange qui font que ça devient un Rubik's Cube. Oui. Et Kyriba, en temps réel, elle vous fait les 6 phases du Rubik's Cube. Voilà, à la fois Rubik's Cube, à la fois réseau de neurones, un peu comme la façon dont on peut se le représenter. Alexandre, quand on entend tout ça, on se dit, mais Société Générale, c'est quand même un groupe important. Pourquoi vous n'avez pas fait cet outil tout seul? Vous sentiez le besoin, vous connaissez... Alors, on l'a dit tout à l'heure, la pertinence aujourd'hui de travailler avec des fintechs, certes, mais... voilà, on aurait pu se dire, tiens, c'est un accélérateur, allons-y, fonçons. Mais vous avez raison, Frédéric. Il y a 20 ans, il y a 10 ans, peut-être encore, on l'aurait fait tout seul. Mais les temps ont changé. La période où les banques construisaient elles-mêmes toutes seules les solutions qu'elles offrent à leurs clients sont révolues. À la Société Générale, notre stratégie, c'est de construire des plateformes intégrées nativement aux plateformes de nos clients et sur lesquelles vont venir se distribuer des services qui sont pour partie créés par la banque, et on va continuer à opérer, à créer un certain nombre de services, et pour partie fabriqués par des partenaires. Pourquoi voulez-vous qu'aujourd'hui nous allions créer notre plateforme de gestion de trésorerie alors que nous pouvons disposer avec un partenariat avec Kyriba d'une solution qui est state of the art, évolutive, modulaire, capable d'apporter aux 10 000 PME qui sont concernées par ce type d'offre à la Société Générale une offre à la mesure de leurs besoins. Ça, c'est tous les critères qui vous ont fait sélectionner Kyriba, parce que j'imagine que vous avez regardé d'autres offres sur le marché, même si elles ne sont pas nombreuses, ou alors elles sont par petits bouts. Il n'y a aucune qui soit... Alors, quand on regarde les critères qui nous ont fait choisir Kyriba plutôt qu'une autre solution, au-delà du fait que c'est quand même le leader, donc ça compte, j'en retiens 4. Le premier, je pense que c'est la solution technique. C'est l'offre, sa flexibilité, la sécurité, c'est tout ce qui tourne autour de l'offre. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est plutôt un sujet d'architecture informatique. Vous êtes en face de clients PME dont les besoins sont évolutifs, ne sont pas identiques d'une PME à l'autre. Oui, puis il y a certaines qui sont très digitalisées, d'autres le sont moins. Il peut y avoir des WeFirst, alors là, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais... Et donc, chacun de ces clients a besoin d'une solution qui soit modulaire, qui s'adapte à la spécificité de ses besoins, Alexandra l'a très bien dit tout à l'heure, et qui à la fois, parce qu'elle est bâtie sur les technologies les plus matures, soit capable de s'intégrer facilement à la fois dans les systèmes de nos clients et dans les systèmes de la Société Générale. Le troisième critère qui est important pour nous, c'est l'internationalisation. Kyriba est une boîte internationale, la Société Générale est une banque internationale. Cette solution, on la déploie aujourd'hui en France, mais bien évidemment, on a l'intention de la déployer ailleurs à l'international, à commencer par l'Europe. Et puis le dernier critère, et ça compte toujours, c'est un critère humain. Au fond, on s'est rencontrés avec les équipes du Kyriba. On a eu envie de travailler ensemble, on a pris beaucoup de plaisir à développer cette solution. Et pour nous, c'est formidable parce que finalement, dans nos métiers, c'est la première véritable expérience à une telle échelle d'une solution en partenariat avec une fintech, et ça donne vraiment envie d'aller plus loin. Alors justement, on verra aussi, vous avez d'autres projets en conclusion de ce programme. Alexandra, alors vous l'aviez dit tout à l'heure, Kyriba connaît bien ce secteur de la banque, c'est 600 clients bancaires. C'était une première de travailler avec la Société Générale, et est-ce qu'à un moment vous êtes dit, tiens, créer cette synergie, ça peut être un risque aussi pour nous? Alors, Kyriba, c'est pas nouveau, ne découvre pas le monde bancaire aujourd'hui, puisqu'elle s'est bâtie sur ce tissu bancaire. En revanche, ça fait 18 ans qu'on travaille ensemble. On a plus de 600 clients en commun. On s'est dit, on sait travailler ensemble. Donc ça, c'est quelque chose de très fort. Et je trouve que ce qu'il faudrait souligner également, c'est que la nouvelle façon d'innover aujourd'hui, c'est un peu comme le drapeau des Jeux Olympiques. Vous voyez les anneaux, qui forment des alliances entre pays. C'est ça aujourd'hui. On innove à travers l'alliance entre des entreprises plus traditionnelles
et des digital natifs comme Kyriba, qui sont des entreprises nées dans le cloud, qui savent travailler de manière différente, allier des cultures différentes. Et ça, c'est cette force. Et moi, je salue le côté innovant de la Société Générale qui n'hésite pas à s'allier. Nous-mêmes, on fait évoluer notre portefeuille à travers une marketplace qui accueille des services de tiers. Comme ça, on élargit, on enrichit notre portefeuille. Et ça, c'est grâce à une autre technologie qu'on appelle les API. Oui. Ce sont des microservices qui permettent d'ouvrir comme ça votre plateforme et d'enrichir très rapidement et de mettre à disposition des PME des nouveaux services en temps réel. Et pour vous, 1 an de réflexion, 6 mois de développement, le challenge, c'était la rapidité, au-delà de l'aspect technique, mais comme vous l'avez dit, avec les technologies d'API, on se dit ça va de toute façon fonctionner, c'est d'avancer vite, quoi. Mais je vous avoue que moi, en arrivant chez Kyriba, je suis toute nouvelle directrice générale, j'étais impressionnée de la vitesse à laquelle le partenariat s'est noué. Oui. Encore une fois, ça peut être le choc des cultures. Et là, ça a été, je pense que WeFirst, qui porte très bien le nom, je trouve, du partenariat, du premier client commun, pour en témoigner tout à l'heure, la vitesse à laquelle ils ont pu mettre ce projet en place. Alexandre, justement, gros challenge pour la Société Générale, parce que pareil, c'est quand même un paquebot. Alors même si parfois il y a plein de petites vedettes un peu partout qui foncent, mais justement, il faut intégrer tout ça dans la plateforme. Ah, bien sûr, il y a beaucoup de défis. Moi, j'aurais tendance à dire que le défi le plus difficile que nous avons eu à lever, en tout cas au sein du groupe, c'est le défi stratégique. Les actifs de paiement, c'est le cœur du cœur de la banque. Donc, c'est ce qui est de plus sécurisé, de plus encapsulé, de plus surveillé, qui fait l'objet de contrôles de toute nature, parce que une fraude ou une corruption de nos systèmes de paiement peuvent avoir un impact absolument considérable. Et se dire à un moment donné qu'on a ouvrir nos systèmes de paiement à un partenaire tiers, alors qu'il les connaissait déjà, puisqu'il va déjà y consommer un certain nombre de nos données, c'était déjà en soi un défi. Et au fond, je pense que on l'a levé parce que la culture de la Société Générale, c'est que il faut plutôt embrasser les évolutions plutôt que de les subir. Voilà. Eh bien voilà, et ce succès est arrivé. Aujourd'hui, l'offre, elle est lancée depuis quelques mois. C'est quoi les services très très concrètement, le contenu de cette offre? On gère le cash, donc on répond aux questions simples qui sont: où se trouve ma liquidité, combien je peux disposer de ma liquidité maintenant, quelles sont mes prévisions à moyen terme et quelle action je peux mener pour améliorer mes flux. On gère également les paiements, donc on gère les paiements les plus stratégiques des entreprises, à savoir le versement des salaires et le paiement des fournisseurs. Ouais. Et ça, c'est des gros volumes. C'est pour lesquels on opère également de la gestion de la fraude sur le paiement. Ça, c'est également là, ça fait partie de cette offre Global Treasury. Alors, WeFirst, société très innovante. En quoi ce type, je le disais tout à l'heure, la gestion, le pilotage de sa stratégie financière, ça fait partie de l'innovation de l'entreprise. En quoi ça rejoint vos challenges d'innovation, Arnaud Lejeune, chez WeFirst? Alors, en fait, WeFirst, nous sommes un acteur de la transformation digitale. Donc, c'est notre quotidien, c'est notre ADN, c'est notre métier. Et en l'occurrence, si ESG peut parler avec Kyriba, c'est parce qu'il existe des tuyaux télécoms au milieu. Et ça, notre métier, c'est de les concevoir. Et donc, l'accélération, en fait, de cette pénétration des outils cloud ne fonctionne que si vous avez une infrastructure télécom qui est rock solide. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous permettre de faire tomber votre trésorerie, votre boîte, votre fonctionnement quotidien si vous n'êtes pas certain d'avoir le réseau. Donc, par nature, nous sommes câblés pour travailler dans cet univers. On a parlé d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est le contraire de l'intelligence naturelle. Donc, de l'intelligence naturelle, moi, j'en avais plein dans mon équipe. J'avais une douzaine de collaborateurs, dont une partie effectuait des tâches intelligentes, mais qui pouvaient très bien être automatisées de manière pas plus bête. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a géré en fait en 2 ans une croissance de quasiment 50% de la boîte avec des challenges vraiment importants. Enfin, on a quand même eu coup sur coup une pandémie et une quasi-guerre mondiale, c'est quand même sans changer d'équipe. Avec des entreprises qui cherchent à se digitaliser davantage. Exactement. Mais ce qui est le cas, c'est pas juste nous, tous nos clients aujourd'hui sont interconnectés. On parlait des API sur la partie facturation. Ça y est, c'est fait, c'est fini. Pour vous, c'est ça. Vous êtes vous êtes plongé dans le monde de l'open banking, comme on dit aujourd'hui. Alors, récemment, parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de précédents, si vous voulez. Enfin, en tout cas, accessible pour des ETI et pour les questions de moyens peut-être, mais surtout pour les questions de temps et de vélocité.
Notre temps n'est pas celui d'un grand groupe. Ah oui. Quand un client vient chez WeFirst, il a des besoins technologiques, il faut le servir rapidement. Donc, la solution que nous avons mise en place aujourd'hui répond d'une manière dynamique à cette problématique en fait de gestion de vision de la temps réel et de génération d'informations. On parlait de production tout à l'heure. Mon équipe aujourd'hui est dans l'analyse. La production, c'est l'outil. Il y a une certaine forme de logique. Et donc, on arrive à concentrer un temps précieux qui est consacré à comprendre l'intimité des flux du client. On a des milliers de flux par jour, parce qu'on a des clients professionnels, grandes entreprises, mais on a aussi des clients qui nous payent en direct, que ce soit, alors je ne sais pas si on peut citer de marque, mais oui, bien sûr. PayPal ou des encaissements CB, etc., recèlent de l'information qui est extrêmement importante pour comprendre comment fonctionnent nos clients, quelles sont leurs habitudes, qu'est-ce qui va pas, etc. Et tout ça, c'est accessible, Alexandre. Alors c'est depuis SG Market, c'est le portail digital. C'est accessible depuis SG Market, qui est le portail digital de la Société Générale pour les clients entreprises du groupe. Et puis c'est commercialisé en marque blanche, en marque Société Générale, auprès de nos collaborateurs qui commercialisent cette offre en France, dans les agences des grandes entreprises et dans les centres d'affaires entreprises partout dans le réseau. Donc c'est une offre française aujourd'hui, mais avec la volonté de la développer assez rapidement à l'international, à commencer par l'Europe. Un partenariat français qui fonctionne. Merci à tous les trois. Arnaud Lejeune, donc CFO de WeFirst. Si vous voulez prolonger votre réseau Wi-Fi, le renforcer, eh bien voilà, ça peut être WeFirst. Et puis Alexandre Mema, responsable de Global Transactions et Paiement de Services chez Société Générale, et Alexandra Sirovatsky, Managing Director France et Benelux de Kyriba. Donc cette nouvelle offre, alors je vais reprendre le nom, c'est Global Treasury Powered by Kyriba. Donc la gestion de la trésorerie auprès de Société Générale, mais aussi de Kyriba, ce mariage des fintech et des banques dont on vous parle tant. Merci de nous avoir suivis, puis à très bientôt pour un nouveau sujet autour de l'AI for Finance. Bien, bonjour à tous. Merci beaucoup à Startup Inside et à Saji qui nous reçoivent aujourd'hui. On va rentrer dans le sujet en parlant d'automatisation des factures et de la data, du rôle de la data pour cela. Et on accueille Mathieu, le fondateur d'Adveris. Bonjour Mathieu, je t'en prie. Bonjour, bonjour tout le monde. Installe-toi. Alors Mathieu, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, exactement. Je peux me présenter. Mathieu Gastal, je suis directeur associé d'une boîte de 50 personnes qui s'appelle Adveris, qui est une agence digitale. J'ai cofondé l'agence il y a 13 ans maintenant, avec 2 associés. On a une très belle croissance et notre ADN digital fait que on s'est très vite intéressé à ces sujets liés à la data dans la gestion même de la boîte. Et finalement, on a eu vraiment toute une stack technique qui a évolué depuis 2009. On a connu un peu l'ancien monde et on est ravis d'avoir mis il y a quelques années déjà les pieds dans toute cette nouvelle ère, tout cet écosystème digital. Très bien. Ben moi, je m'appelle Stéphane Butigier. Je travaille pour Liveo. On est une solution de dématérialisation des factures. Et peut-être qu'avant qu'on commence, est-ce qu'on peut faire un petit sondage dans la salle ? Combien d'entre vous sont des financiers, des directeurs financiers ? Oui, sûr. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Il n'y en a pas d'autres. Est-ce qu'on a des CEO ? Est-ce qu'on a des dirigeants d'entreprise ? Ben non plus. Est-ce qu'on a des développeurs informatiques ? Ah, bah bienvenue. Bienvenue à vous. Donc très bien. Alors l'objet de la table ronde, c'est de parler donc des sujets de facture, de trésorerie, de comptabilité et de la complexité de ces opérations. Est-ce que tu peux revenir sur les tâches que tu faisais avant de t'équiper et surtout les points de souffrance que tu avais pour chacune de ces étapes, s'il te plaît ? Ouais, quand je disais qu'on a connu l'ancien monde, effectivement, 2009, tous ces outils étaient beaucoup moins avancés. Je crois qu'on ne pouvait pas parler du tout, le terme de SaaS n'existait pas. Il n'y a pas grand-chose qui se faisait en ligne. Et c'est vrai que la base de tout, quand on parlait de data, c'était notre meilleur ami Excel.
Et moi-même, j'étais le plus grand fan d'Excel. Je suis resté pendant plus de 10 ans, je pense, sur Excel 2003, qui était ma référence à moi. Et j'ai mis vraiment du temps à évoluer. Et aujourd'hui, force est de constater que tout est en SaaS, tout est en ligne. Et ça nous permet vraiment de traiter beaucoup mieux tous ces enjeux liés aux fournisseurs, liés aux clients. Donc ça passe vraiment par là. Donc tout ce qui est autour de la facturation globalement, avec un rôle hyper important de la data dans le pilotage, et le fait qu'aujourd'hui, on est 1000 fois plus efficace qu'avant, avec des impacts vraiment qui sont cash, commerciaux, excessivement forts. Parfois, on pourrait penser qu'on est ici que sur des sujets support, mais ce que je répète toujours à la personne qui travaille avec moi dans la boîte sur ces sujets finance, c'est que recouvrer une facture, par exemple, c'est aussi important que le travail que peut faire le commercial quand il vend un service. Et là-dessus, on s'est beaucoup amélioré grâce à la data. Très bien. Et est-ce que tu peux décrire les grandes étapes du process que tu as mis en place ? Ouais, la première chose dans le process, ça a été de chercher vraiment à travailler avec des outils qui sont parfaitement interfacés. Et ça veut dire très souvent travailler avec les leaders dans chacun de leur domaine, en partant de l'aspect facturation. Et aujourd'hui, on travaille avec QuickBooks. Ils sont pas franchement adaptés à notre taille d'entreprise, mais on les a trouvés beaucoup plus agiles que les acteurs un peu traditionnels de cet univers de la facturation. Clairement, côté facturation, on a en tête des logiciels historiques qui s'utilisaient en s'installant poste par poste. Et pour le coup, ça apparaît complètement dépassé. Et je pense que la comptabilité a vraiment un train de retard. En tout cas, les acteurs de la comptabilité en France ont un train de retard sur ces sujets de data. D'où l'intérêt de tout ce nouvel écosystème qui s'est mis en place ces dernières années autour des sujets finance, data, comptable. Et c'est là-dessus vraiment où on est allé, en commençant, pour vous donner une idée, par les sujets de paye. C'était géré historiquement par notre expert comptable. On est passé à Payfit il y a quelques années. On en est excessivement content sur des sujets comme la gestion des absences, par exemple. Encore une fois, ça remplace notre vieux fichier Excel et on gagne un temps incroyable. Ça joue beaucoup dans l'expérience, pour le coup, que les équipes peuvent avoir donc dans la marque employeur. Et on voit que des sujets purement finance et comptable peuvent jouer énormément sur la relation client. Là où on l'attend a priori pas du tout. On se dit la facturation, ça peut être un non-sujet, la gestion des fournisseurs, ça peut être un non-sujet, mais finalement, envoyer des relances à un client sur des factures qu'il a payées depuis une semaine, c'est excessivement mauvais. Alors que toute l'équipe métier, elle peut faire un super travail, l'équipe comptable, elle peut flinguer toute la rédaction qu'on a mis 3 mois à bâtir. En plus, en fin de projet, donc vraiment sur le finish d'un projet, là où on est censé vraiment se congratuler et célébrer ce qu'on a fait ensemble de sympa, on peut aller flinguer l'expérience. Donc on insiste vraiment. Là, je parle de la partie client, et on peut aussi parler de la partie fournisseur, qui est aussi excessivement importante. Et sur la partie, alors tu présenteras les choses comme tu le souhaites, mais sur la partie fournisseur ou sur la partie client, quelle est ta stack technique et comment je dirais les maillons de la chaîne sont-elles se synchronisent-ils? Est-ce qu'il y a des sujets d'automatisation qui te permettent de faire gagner du temps justement? Ouais, cette automatisation, elle est hyper importante parce qu'il y a aujourd'hui à peu près personne dans les boîtes comme les nôtres aujourd'hui qui sont prêts à faire 200 copier-coller par jour ou à exporter des fichiers partout. Donc l'automatisation, elle est clé. On sait que de toute façon, nous, on met de côté le logiciel vraiment pour passer les écritures. On sait que sur une boîte comme la nôtre, avec 50 personnes, intégrer la comptabilité, c'est pas un sujet. Donc on est ravis de laisser ce sujet côté expert comptable et c'est géré par Ibiza, qui est une des références côté expertise comptable et qui ressemble plus à un outil des années 80 qu'autre chose. Ils sont en pleine transition et ils ont beaucoup amélioré les choses depuis quelques mois, mais ils ont l'intérêt d'être ouverts, donc c'est cool. Ils ont cette logique d'API que tous les acteurs n'ont pas, et le plus important est géré effectivement, la facturation qui est un peu le cœur est gérée côté QuickBooks, c'est ce que je disais, et derrière sur la partie fournisseur, on a voulu absolument
mettre en place ce qui nous semble être clairement la référence aujourd'hui sur cette partie, c'est Libéo, et on travaille aussi sur la partie client avec Upflow aujourd'hui. Sur la partie client, du coup, alors quel est le process? Tu disais que c'était agaçant pour le client de recevoir des relances sur une facture impayée. Comment est-ce que tu t'es organisé avec tes équipes pour que l'expérience soit la plus fluide possible? L'enjeu de déterminer un plan de relance est hyper important, et pour le coup, il peut y avoir des scénarios différents justement en fonction de la typologie, parce qu'on sait qu'on va pas relancer de la même manière une PME et un grand groupe. Ils n'ont pas les mêmes délais de paiement, et ça sert à rien d'envoyer 5 mails à un grand groupe quand on sait qu'il paiera à 30 jours fin de mois. Donc il y a un sujet important dans le fait d'adapter du coup les choses, et dans l'automatisation, ce qui est hyper important pour revenir à ce que tu disais juste avant, c'est que il faut qu'il y ait une parfaite synchronisation entre le logiciel de facturation d'un côté et la banque de l'autre pour pouvoir avoir les bonnes réconciliations. Parfois c'est natif, parfois on utilise un outil comme Zapier qui permet de mettre ensemble justement des interfaces. Si on peut éviter Zapier, ça fait un intermédiaire en moins, donc tant mieux. Et c'est vrai que quand on travaille avec les outils SaaS de référence aujourd'hui, ils sont tous interfacés ou en cours d'interfaçage. On avait historiquement comme banque la BNP, on a rajouté Conto en plus, justement pour avoir tout ce côté automatisation et interfaçage. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit la différence entre une banque traditionnelle comme la BNP et Conto, c'est clair que ça donne envie de travailler avec ce type de start-up. Et on peut pas en vouloir à la BNP parce qu'on est conscient qu'il y a des enjeux très très forts de sécurité, et ça peut pas bouger aussi vite qu'une start-up, mais on est aussi assez bluffé en voyant la qualité et la réflexion qu'il peut y avoir autour des interfaces, autour des automatisations de ces nouveaux outils. Et donc sur le paiement, enfin sur l'encaissement, tu utilises Flow, et sur le paiement des factures fournisseurs, tu utilises Libéo. Donc finalement, tu es à fond dans la vague d'open banking. Ça s'est traduit par quoi pour toi? Du temps gagné, des erreurs évitées? C'était quoi le principal bénéfice de la mise en place de ces outils? Ouais, il y a plein de bénéfices, c'est ça qui fait que il y a pas de sujet, il y avait zéro sujet à se poser, zéro question à se poser de notre côté. Il y a déjà une question de sécurité. Puisque aujourd'hui quand même on voit qu'il y a une recrudescence incroyable de piratage, et beaucoup de hackers, de demandes de rançon, etc. Personne n'est à l'abri aujourd'hui, encore moins une boîte de notre taille, et déjà la sécurité c'est une chose importante, puisque c'est vrai que quand c'est pas structuré, il y a des fichiers Excel qui traînent partout, il y a des codes qui traînent un peu partout. C'était notre cas avant. Et déjà, le fait de centraliser les choses fait que c'est beaucoup mieux géré. Avant, on déposait nos factures fournisseurs sur un Google Drive, et comme on est de notre côté Microsoft, comment l'Office Manager, comment la responsable facturation avait accès à ce Google Drive? Avec leur compte Gmail perso, qui s'occupait de supprimer l'accès de la stagiaire au Google Drive de la comptabilité quand elle partait. Normalement, l'Office Manager qui va vérifier ça, qui gère ce petit détail dans la transition quand l'Office Manager part, ça crée clairement une faille, et pas mal de failles de sécurité. De la même manière du côté de notre expert comptable. Donc aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'outils qui permettent d'avoir un accès unique, sécurisé, souvent de la double authentification. Souvent un accès pour l'expert comptable, c'est prévu dans pas mal d'outils, comme ça évite de partager des accès avec des rôles spécifiques. Donc la sécurité, c'est le premier aspect. Et puis clairement, on aurait beaucoup plus de personnes qui travailleraient aujourd'hui sur ces sujets-là avec des tâches à très faible valeur ajoutée. On sait qu'aujourd'hui, on trouve à peu près plus personne sur le marché qui veuille travailler sur ce type de tâches fastidieuses. Donc c'est beaucoup plus intéressant d'être dans l'analyse, de suivre la performance de nos fournisseurs en ayant les bonnes analyses, qu'en perdant du temps à chercher où sont les factures. La collecte de factures, c'est une fonctionnalité qui est intégrée sur Libéo aujourd'hui. C'est vrai que ça n'amuse personne d'aller télécharger les factures Orange, les factures Google, les factures LinkedIn. Ça fait très longtemps que notre expert comptable nous en parle, et ça fait longtemps que ça marchait pas sur d'autres solutions, notamment liées à Ibiza.
Et on est hyper content aujourd'hui de voir que avec un interfaçage, une fois pour toutes, les factures fournies, enfin pas toutes les factures, et ça s'améliore au fur et à mesure. Il y a beaucoup de factures fournisseurs qui arrivent directement sur la plateforme, et ça, je vous assure que la personne qui le fait tous les mois, elle en est excessivement contente. Donc un vrai gain de temps pour sécurité, gain de temps pour se concentrer sur l'essentiel. Je vous donne un autre exemple. On ne savait pas exactement où en étaient les paiements avant. Il y a une personne qui les centralisait chez nous. Donc régulièrement, on avait des personnes qui nous disaient, des fournisseurs qui nous disaient où en est le paiement de ma facture. Aujourd'hui, une fois sur deux, la facture elle a été payée et c'est le fournisseur qui s'en est pas rendu compte. Donc on va chercher directement, on lui envoie le petit certificat qui dit que ça a été payé. Et j'évite de déranger mon associé parce que qui s'occupe de ces sujets de paiement, c'est un de mes associés. Clairement, on a fait 40% de croissance l'année dernière. Il a vraiment d'autres sujets à gérer que passer 15 minutes à confirmer qu'on a bien payé un fournisseur la semaine précédente. Donc ça, on est capable de le faire nous-mêmes. Notre responsable comptable, elle peut aller le voir elle-même. Donc c'est un gain de temps qui est hyper appréciable à tout niveau dans la boîte. Et tes collaborateurs, comment est-ce qu'ils ont vu arriver l'intégration d'outils digitaux? Est-ce que c'était une bonne nouvelle pour eux? Est-ce qu'au contraire, ils freinaient un peu? Parce que qui dit intégration de nouveaux outils dit changer les habitudes. Comment tu as vécu ça et comment tu les as aidés à intégrer ces outils? C'est que l'être humain est parfois un peu averse au changement, mais quand on voit les gains de temps, c'est assez incroyable. Je vous donne la petite anecdote justement sur le sujet. La personne qui s'occupait de ces sujets-là chez nous, grâce à la mise en place de ces outils, ça lui a permis d'économiser plein de temps dans ses journées. Elle nous a demandé de gérer des enjeux liés au RH et au recrutement en parallèle de ces sujets finance, parce qu'elle avait un vrai intérêt pour les sujets humains et RH, et elle s'est tellement plu dans ces sujets RH qu'elle nous a demandé à évoluer, et finalement elle va travailler maintenant, dans les prochains mois, dans une boîte en ayant fait cette transition vers un poste 100% RH. Donc petite anecdote au passage, mais en termes d'épanouissement personnel, ça lui a libéré du temps. Elle a fait des trucs qu'il préférait. Il se trouve que elle finit par changer de job, mais en termes d'épanouissement, c'est très cool. Et nous, on est ravis. La première de nos valeurs, c'est la passion. Et quand on voit que des gens peuvent gagner du temps sur des tâches un peu plus fastidieuses pour faire des choses qui les intéressent plus et qui peuvent s'épanouir, même si en l'occurrence la personne part de chez nous, on est vraiment hyper fiers de ça. Donc c'est vraiment un switch vers des opérations à plus forte valeur ajoutée. Donc personne va pleurer sur des tâches répétitives et clairement répétitives et très chiantes aussi quand il s'agit de collecter des factures fournisseurs. Et tu as adapté tes process, ou est-ce que c'est à peu près les mêmes process qui ont évolué? C'est plutôt les mêmes process qui évoluent. Là où on est 50 dans la boîte, tout le monde envoyait un mail à mon associé Alexandre Aimé pour gérer les factures, et ça venait au milieu de ces 300 mails qu'il reçoit par jour. Aujourd'hui, on a juste à plus l'envoyer à alexandreaimé@adveris.fr, mais à fournisseur@adveris.fr, et tout ça arrive dans l'IBO. Donc pour le coup, c'est quasiment le process qu'on connaissait avant, mais amélioré, gain de temps colossal du coup pour mon associé. D'accord. Si on parle un peu de data, toi en tant que patron d'un cabinet de conseil en transfo digital, c'est quoi les data finances que tu suis? Quelles sont celles qui étaient peut-être un peu dures à récupérer? Comment tu t'organises et comment les outils peuvent t'aider dans tout cela? Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on se rend compte que si on n'a pas les bons outils, on ne suit pas les choses, on ne suit pas les chiffres. Pourquoi? Parce que faire un export one-shot dans Excel, finalement, ça prend du temps. On se rend compte que la personne n'a pas franchement eu le temps de le faire, et au final, à un moment, on est plein de bonne volonté. Finalement, on suit plus. À un moment, ça s'arrête, et puis on finit par plus suivre les choses. Donc, c'est tout bête, mais si je prends l'exemple du suivi justement de ces fournisseurs, avant d'avoir l'IBO, comment est-ce qu'on faisait pour savoir combien on paye dans l'année la société qui gère le ménage chez nous? Est-ce que ça nous coûte 15 000 € par an ou 50 000?
bonne question. Si je pose la question à mon expert comptable, il va me dire, Mathieu, c'est hyper simple, il n'y a qu'à aller dans Ibiza, vous verrez bien les écritures que j'ai passées. Franchement, qui aujourd'hui va voir les écritures comptables pour savoir à quel montant on en est? Franchement, moi qui aime beaucoup ces sujets comptables, franchement, ça me semble totalement psychologiquement impossible d'aller vérifier la somme des écritures comptables. Donc, on n'avait juste aucune façon de voir où on en est à la fin de l'année sur un fournisseur. Ça nous arrive très rarement de travailler avec des freelances, mais ça nous arrive parfois avec quelques-uns. Combien on a pu payer le freelance dans l'année? Est-ce qu'on l'a payé, sachant qu'il travaille sur plein de missions différentes avec plein de gens différents, est-ce qu'on l'a payé 8 000 euros? Est-ce qu'on l'a payé 40 000 euros? Aucune idée. Donc on a vraiment cette couche du coup, et là en l'occurrence via l'IBO, mais sur les clients c'est la même chose sur Upflow, où ça nous permet d'avoir les bonnes analyses, pas 50, mais les bonnes. Quel est notre classement en termes de fournisseurs, qui sont nos 5 plus gros fournisseurs? Avant de l'avoir dans le dashboard sur l'IBO, on n'avait aucune idée du montant qu'on pouvait dépenser sur chaque. Donc ça permet vraiment de rationaliser les choses. Et puis à un moment, on peut se dire, finalement, quand je vois ce que je dépense chez ce fournisseur, finalement, avec toutes les nouvelles solutions qui existent aujourd'hui, pour le même montant, je pourrais peut-être avoir quelque chose de beaucoup plus smart. Côté ménage, en l'occurrence, on a changé de fournisseur et on est passé avec une boîte qui s'appelle Moka, qui gère justement le sujet de façon beaucoup plus smart qu'un prestataire historique. Donc ça permet vraiment d'avoir ce recul. Avant qu'on passe aux questions, est-ce que tu aurais des conseils, des recommandations à adresser à la salle sur les sujets data, automatisation dans la fonction finance? Ouais, mon conseil, c'est vraiment cet enjeu de remise en cause permanente. Nous, on l'a vraiment constaté parce qu'on a vraiment été de cette génération création de la boîte 2009. Donc, je parlais vraiment de cet ancien monde. Pour vous dire, quand on faisait de la prospection avec mes associés, on avait un fichier Excel. On travaillait à côté. Quand j'ouvrais le fichier, je demandais à mes associés de sortir de l'Excel. Et comme ça, dans la journée, il n'y avait pas de fichier partagé à l'époque. Ça paraît la préhistoire, mais voilà, on devait se passer un coup de fil, s'appeler, sort du fichier, moi je rentre dessus, etc. C'était une galère pas possible. Et on s'est rendu compte que même si la boîte était assez jeune et si on avait un mindset à vraiment challenger les choses, on avait à un moment pris du retard. C'était un peu ces années 2010 à 2020 où aussi Google avait supplanté Microsoft avant que Microsoft revienne un peu en force, notamment avec ses nouveaux outils, l'aspect 365 et cloud. Et la première brique pour tout ça, c'était le fait de passer à PFIT, où on se disait, ça ronronne comme ça avec notre expert comptable, pourquoi changer? Mais quand on voit cet écosystème startup qui bouge beaucoup, il faut se mettre un vrai coup de pied aux fesses pour changer les process. Et quand on met en place un premier outil, un deuxième outil, et quand on voit le gain qu'il peut y avoir derrière, ça nous booste forcément pour se dire qu'on fait évoluer les choses. Et pour vous dire, je vous parlais à l'instant de cette Office Manager et responsable facturation qui part de chez nous dans les prochaines semaines, en entretien avec la personne qui va la remplacer, puisqu'on l'a identifié. C'était un argument clé pour la faire venir, de lui dire que c'était pas la croix et la bannière de gérer ces aspects finance grâce à cette automatisation, grâce à ces outils. Et du coup, ça veut dire ça va nous permettre de faire venir des gens qui seront bien meilleurs, d'un bien meilleur niveau, et qui nous permettront d'aller beaucoup plus loin que des gens qui seraient OK pour faire 250 copier-coller par jour, parce que eux, ils apporteraient moins de valeur ajoutée sur l'analyse, sur l'accompagnement des clients, sur la satisfaction client, fournisseur, etc. Donc la digitalisation est aussi un levier d'attractivité des talents, si je comprends bien. Ouais, c'est vraiment hyper important. Je crois que tout le monde s'accorde à dire qu'on est vraiment dans un moment de quasi plein emploi aujourd'hui, et on travaille énormément la marque employeur. Et c'est vrai que quand on met bout à bout toutes les initiatives, cette digitalisation, elle change énormément de choses. Je vous parlais de PFIT sur les salaires concernant la marque employeur. On a mis en place Elevo aussi dans les entretiens, dans le suivi des entretiens carrière tous les 3 mois. Ça nous permet d'avoir un suivi parfait. On a mis en place un suivi de la satisfaction hebdomadaire avec Popwork. Il y a une somme d'outils qu'on doit
analyser au fur et à mesure et mettre en place. On n'est pas du tout dans une surenchère. Je pense qu'il n'y a aucun outil qui est pas efficace aujourd'hui. Il y en a beaucoup, mais c'est vrai que quand tu parlais de conseils, c'est vraiment cette idée que il y a encore une fois dans l'ancien temps, on pouvait se dire je vais chercher le petit outil sympa, j'ai sourcé un truc que personne connaît qui fait vraiment le taf, qui est hyper bien. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est dur de sortir du leader qui a en général beaucoup plus de fonctionnalités, d'interfaçage et d'intelligence dans les rapports et dans les fonctionnalités que les autres. Donc ça, c'est quand même un conseil à garder en tête. Merci Mathieu. Avant qu'on se quitte, est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur ces sujets de data, de gestion finance, d'automatisation? C'est la première question qui est la plus dure, hein. Peut-être une petite précision, c'est comme ça laissera aux personnes l'occasion de réfléchir à leur sujet. Une petite précision, on parlait tout à l'heure un peu de tech, un truc qu'on n'a pas dit ici et qui intéressera du coup les profils tech, c'est que l'interfaçage, il peut être natif, il l'est pas toujours, et du coup, ce qui est toujours très bien, c'est que à côté des interfaçages classiques, il y a cette notion d'API et on l'utilisera régulièrement. Je parlais de Zapier tout à l'heure. Il y a des apps natifs dans Zapier, mais il y a aussi cette capacité à passer par les API pour aller développer des fonctionnalités qui seraient pas encore développées ou qui seraient dans le spécifique. Et je pense que c'est hyper intéressant d'allier des choses qui sont mainstream, qui sont prévues pour tout le monde, et de pouvoir à côté avoir des spécificités. Toutes les boîtes ont vraiment des spécificités, donc ça permet vraiment de développer des API spécifiques. On travaille avec ProAbono, qui est une solution de gestion d'abonnement. Ça nous permet, en passant par leur API dans Zapier, de l'interfacer à d'autres outils pour que tout fonctionne bien ensemble. Donc ça, clairement, pour les développeurs qui écoutent aujourd'hui, faut vraiment le prendre en compte, et ça débloque beaucoup de situations, aussi parce que c'est impossible de gérer pour les éditeurs des interfaçages avec toutes les solutions du marché. Et là où je vous dis qu'on travaille souvent avec les leaders, sur la gestion des abonnements, on travaille pas avec Stripe ou avec Chargebee, on travaille avec ProAbono qui est une PME française. Ça fonctionne excessivement bien, ils sont connectés, donc on travaille avec GoCardless sur les prélèvements, ça c'est pour une de nos activités spécifiques, GoCardless et Stripe sur les CB, et eux ils sont un petit peu moins interfacés nativement que les autres, mais en l'occurrence ils sont hyper réactifs, ils ont un support qui est canon, et ils sont capables de nous accompagner sur le fait de passer par leur API, ça transite par Zapier et ça s'interface derrière avec d'autres outils. Donc les devs ont un vrai rôle à jouer là-dessus, qui est d'autant plus important que finalement c'est pas la fonction finance, c'est pas toujours du coup les équipes côté éditeur qui vont piloter ces choses-là. Donc ça peut clairement être en interne, le fait de pouvoir avoir à gérer ces subtilités en passant par les API. Eh bien, merci beaucoup. Toujours pas. Ah, bah si, des questions. Oui, bonjour. La stack que vous avez mise en place, est-ce que selon vous, c'est une stack qui est pérenne si vous êtes amené à vous étendre au niveau géographique avec une expansion européenne, voire internationale? Est-ce que selon vous, c'est une stack qui tiendra la route pour accompagner cette croissance? Ouais, elle me semble même essentielle, parce que plus on se développe, plus on a de problématiques, donc plus on doit automatiser les choses. Donc je dirais que si on veut se développer et continuer à grandir, c'est indispensable d'avoir cette plateforme. On a vu dans le développement de la boîte, on est vraiment parti à 3, on a autofinancé cette croissance en 13 ans, on n'a jamais eu la moindre dette, on a eu des paliers successifs, et on voit bien qu'à un moment, on est un peu au bout d'une étape et on a besoin d'avoir une nouvelle stack, d'avoir des nouveaux outils pour passer à l'étape d'après, que ce soit sur le plan des outils ou sur le plan des personnes. Le jour où on a recruté notre DRH, nous a permis d'envisager une phase suivante. Donc on a absolument besoin de cette automatisation pour se développer. On en parlait juste avant la
conférence, on est en train d'ouvrir des bureaux à Nantes, Lille, Bordeaux, Lyon. Donc on a besoin de tout ça. Et sur l'aspect géographique, ça fonctionne excessivement bien. Oui, donc vous avez été très mesuré sur vos propos sur Adveris, qu'on connaît peut-être pas tous très bien, mais en tout cas, vous avez une excellente réputation d'agence digitale auprès de très grands clients qu'on sert aussi. Félicitations pour ça. Et la question que j'avais, c'est vous qui êtes, je dirais, en première ligne sur la transformation digitale de ces grands acteurs, quels sont aujourd'hui, de votre point de vue, les retards qu'ils ont, quels sont les freins à la digitalisation auxquels ils doivent faire face et sur lesquels vous pouvez aider, et quels sont les boulevards en fait qui restent à traverser à vos clients et sur lesquels vous travaillez? Souvent sur ces enjeux de digitalisation, la problématique c'est que le terme est tellement générique que ça veut tout dire et rien dire, et finalement ils savent pas du tout à qui s'adresser. Et on intervient comme ça pour un client dans l'industrie aéronautique. Avant de lancer un travail avec lui, avec des sujets d'interfaçage, notamment de Sage, il avait lancé une mission auprès d'un consultant qui lui avait pondu un rapport de 150 pages en lui disant que la conclusion c'était qu'il devait recruter 3 personnes pour développer tout un pôle digitalisation chez lui. Il a vu ça et s'est dit bah non, c'est pas activable, on n'a pas les budgets, on ne sait pas par où commencer. Donc ce qui manque souvent, c'est le fait de pouvoir décrypter les choses de façon claire et y aller de façon pragmatique. Donc nous, on lui a pas du tout dit il faut recruter 3 personnes, on lui a dit il faut faire un petit MVP, un premier test, en l'occurrence sur la digitalisation de son catalogue. Donc en fait, digitalisation de son catalogue, ça veut dire juste un site internet qu'on a fait sur une base Symfony qui est interfacé avec son ERP. Donc ça, c'est assez rapide. En 4 mois, il peut l'avoir. Et après, voilà, on lance des campagnes, en l'occurrence Google Ads, pour qu'il développe son aspect commercial. On travaille sur le référencement naturel et on est excessivement concret. Et ce qui manque très souvent, c'est cet aspect concret dans les usages. Je parlais tout à l'heure des enjeux de sécurité. La problématique des enjeux de sécurité aujourd'hui, c'est que les boîtes ne savent pas du tout quoi faire en termes d'enjeux de sécurité. Donc souvent, il faut réussir à trouver les bonnes personnes qui ont le langage assez clair là-dessus. Et nous, on le voit sur les sujets de sécurité qui touchent beaucoup le digital. La première question qu'on doit poser, c'est est-ce que vous avez un gestionnaire de mots de passe d'entreprise? Non, vous en avez pas. Bah, ça, c'est une urgence absolue. Vous savez pas ce que c'est. Bon, faut se renseigner. Qu'est-ce qui existe? Bah, OnePassword et LastPass, Dashlane, il y en a 3. Terminé. Une fois qu'on a dit ça, il y a plein de boîtes qui ont fait un gap énorme en termes de sécurité. Et donc, ce qui manque souvent, c'est cette capacité à pouvoir décrypter les choses. Merci beaucoup Mathieu, merci à tous. Une petite annonce, alors rassurez-vous, on va pas faire la promo de l'IBO. Par contre, on recrute des talents. Si vous avez envie de contribuer à créer une infrastructure des paiements, c'est notre métier chez l'IBO, naturellement, vous êtes les bienvenus. Bonne fin de journée, je crois qu'il y a un cocktail, c'est ça qui nous attend à 18h15, 18h30. À bientôt.